Bonsoir à tous et bienvenue, mesdames et messieurs, dans la nuit du mercredi 8 au 9 janvier 2025 au Tchad. Une tentative de coup d'État a été éradiquée avec 19 morts, dont 18 assaillants. Le pouvoir affirme avoir contré un commando armé qui a attaqué la présidence. Les djihadistes de Boko Haram ont été brièvement pointés du doigt. Une tentative de déstabilisation qui coïncide avec la visite du chef de la diplomatie chinoise et la fin de l'accord militaire avec Paris, qui est concrètement derrière cette tentative de coup d'État. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Un putsch a fait vaciller le pouvoir mercredi 8 janvier 2025 au Tchad. Un commando armé a attaqué le palais présidentiel dans la capitale N'Djamena et fait au moins un mois avant d'être décimé avec 18 de ses assaillants, 24 membres tués. Une tentative de coup d'État qui coïncide avec la fin de l'accord militaire avec Paris et la visite du chef de la diplomatie chinoise. Coïncidence ou fait du hasard, suivant cet élément signé Amanda Esmeralda Dake. Le Tchad, principal allié de l'Occident dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel, a brusquement mis fin à l'accord de coopération en matière de défense fin novembre 2024. N'Djamena a déclaré qu'il voulait recouvrer sa souveraineté pleine et entière. C'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Seulement, au fil du temps, cette parole est devenue obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Ainsi, les autorités tchadiennes ont confirmé le mardi 7 janvier 2025 la date butoir du 31 janvier prochain pour le retrait complet des forces françaises de son territoire. Le premier ministre tchadien Alamaye Alina a exigé un état des lieux complet des démarches entreprises et a insisté sur l'importance de respecter la date butoir du 31 janvier 2025 pour le retrait complet des forces françaises. C'est aussi pour moi
l'occasion de réitérer la ferme volonté du gouvernement de respecter les échéances établies, dont la date limite qui marquera le départ définitif des forces françaises du Tchad est le 31 janvier 2025. Cette décision prise suite à la rupture des accords de coopération militaire entre les deux pays fait suite à des tensions accrues entre N'Djamena et Paris et a dénoncé des propos tenus par le président Emmanuel Macron. Ces propos sont perçus comme une insulte à l'histoire et à l'intelligence des Africains. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Rappelons que la France a commencé depuis le mardi 10 décembre dernier à retirer ses troupes du Tchad. Une annonce faite par l'état-major de l'armée française 2 semaines seulement après que N'Djamena ait décidé de prendre ce tournant historique. La base militaire de Faya-Lago, située au nord du pays, a été officiellement transférée en décembre. Celle d'Abétié dans l'Est, le 11 janvier, tandis que la base d'Adji-Kossé à N'Djamena doit être rétrocédée à la fin du mois. Le mardi 7 janvier 2025, un avion Airbus A330 MRTT a déjà transporté 110 militaires et 8 tonnes de matériel vers la France. Aujourd'hui, après tant d'années de présence à Abéché, la situation est différente. Le Tchad a renforcé ses capacités et il est en mesure de faire face aux défis sécuritaires et humanitaires du Wadaï. La restitution du camp à l'armée tchadienne en est un symbole. Ce retrait n'est pas un adieu de la France, mais un au revoir de ses militaires. Une tentative de putsch a fait vaciller le pouvoir le mercredi 8 janvier 2025 au Tchad. En effet, un commando armé a attaqué le palais présidentiel dans la capitale N'Djamena et a fait au moins un mort avant d'être décimé avec 18 de ses 28 membres tués. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Celle-ci a eu lieu quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères Yang Yi, qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants tchadiens, dont un à la présidence avec le chef de l'État Mahama Idriss Déby Itno. Tentative de déstabilisation du Tchad, est-ce une coïncidence? Un impact du départ de la troupe française et de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères? La question reste posée.
L'une des sources sécuritaires a indiqué que les assaillants faisaient partie du groupe djihadiste Boko Haram, que les forces de sécurité tchadiennes combattent dans la région du lac Tchad, frontalière, j'y arrive, du Cameroun, du Nigeria et du Niger. Dans le rang des citoyens béninois, cette tentative de putsch suscite assez de réactions. Je vous invite à suivre les quelques-uns rencontrés par Anselmo Richard et Modeste Adazeto Aparakou. Je crois que cette attaque-là, d'abord, il faut la déplorer. Quand on attaque la présidence d'un pays, c'est la première institution de la République. Et assimiler tout de suite cette attaque-là au retrait des troupes françaises du Tchad, je crois que ce serait aller très vite en besogne. On a suivi le point qui a été fait par le porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, qui a fait savoir qu'il s'agissait des individus qui étaient armés donc d'armes blanches, si je dois me répéter, des armes blanches pour aller attaquer une présidence quand on sait que le président de cette république-là n'est rien d'autre qu'un militaire, un maréchal, le tout premier militaire du pays, la toute première personnalité dans la hiérarchie militaire. Et on sait évidemment que la présidence, ce n'est pas seulement au Tchad, pas seulement parce que le gouvernement est militaire, même au Bénin, c'est gardé donc pas des armes lourdes, que des individus aillent avec des armes blanches. Je me dis que ce n'est pas l'œuvre de la France. Si la France voulait peut-être attaquer le Tchad, ce ne serait pas avec des armes aussi légères et avec un nombre restreint de personnes. On parle de moins de 30 personnes qui se seraient déployées ou qui auraient simulé une panne donc de leurs véhicules et qui sont sortis avec des armes blanches pour aller attaquer des gens qui sont surarmés. Quand je parle de surarmés, c'est des gens qui ont des mitrailleuses et qui ont des AK et autres, toutes sortes d'armes que vous connaissez. Donc je crois que quelque part, si cette attaque-là est avérée parce que certains spécialistes pensent que c'est peut-être des ouvriers, parce que l'opposition tchadienne est montée au créneau, certains observateurs de la société civile pour dire qu'il ne s'agissait rien donc trop que des ouvriers qui avaient connu une panne et qui descendaient donc de leur véhicule pour se rendre vers un point inconnu. Mais quand on regarde quand même la vidéo que la présidence de la République a publiée, on voit quand même ces personnes-là qui accourent vers la garde présidentielle. Ça porte à croire donc ils ont voulu quand même attaquer la garde présidentielle qui a riposté. Donc je ne voudrais donc pas tout de suite dire que cette attaque-là est assimilée donc au retrait des troupes françaises du Tchad, mais plutôt peut-être si attaque il y avait véritablement, je crois que cette attaque-là peut être assimilée donc à une partie dissidente du peuple tchadien qui est visiblement peut-être fatigué de toujours entendre les mêmes noms à la tête du pays, c'est-à-dire la famille Itno. On a voulu peut-être simuler une action pour montrer donc un désarroi, un ras-le-bol donc du peuple tchadien, loin d'être donc une attaque française. Je me dis que si la France devrait véritablement attaquer le Tchad, ce ne serait pas de cette manière-là, même si la France avait déjà donc quitté le territoire et n'a plus d'équipement sophistiqué pour le faire. On pourrait pourquoi pas miser, je le dis comme ça, au sein même de l'armée tchadienne pour essayer donc de voir s'il fallait déstabiliser le pays. Ces mouvements, tout le monde savait que ces mouvements-là allaient être voués à l'échec parce qu'avec 26 gardes contre une garde présidentielle dirigée par un maréchal, ça n'allait que donner donc ce carnage-là auquel on a assisté. Donc cette attaque n'est pas pour moi une initiative de la France, ce n'est non plus donc une initiative interne propre donc à l'armée tchadienne, c'est plutôt une France de la population qui a voulu exprimer son ras-le-bol. C'est vrai, ça a mal tourné et au profit donc du président tchadien qui a dit ils ont voulu me vitrifier, mais je les ai en retour vitrifiés. D'abord, vous savez que c'est pas au Tchad seul il y a les bases militaires françaises, c'est dans divers pays en Afrique. Et déjà, ils ont perdu le Burkina, le Niger. Donc, ils ont perdu assez de pays. Et la France, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Ils ont installé les bases, soi-disant, pour éviter les attaques terroristes. Les pays africains prennent déjà conscience et ils sont en train d'éviter ça. Donc, c'est les intérêts. Comment la France va accepter perdre tout ça? C'est l'Afrique qui garde la France aujourd'hui. Donc, il faut, comme suite à la déclaration du président, il faut l'éliminer, il faut l'enlever. Ils doivent continuer leur exploitation. Donc, moi, je pense que la France est derrière ça, clairement. Ils ont poussé les gens à enlever le président là pour essayer de mettre quelqu'un d'autre là pour la suite de leurs exploitations. Si le président a été enlevé, quelqu'un va prendre sa place. Donc, certainement, la personne là est en contact avec la France et cette personne là est derrière ces gens-là. Donc déjà, s'ils peuvent arrêter les gens-là,
ceux qui ont essayé d'enlever le président, de tuer le président, là on saura la source de l'information. Un simple citoyen, on parle de base militaire. Le citoyen, s'il n'y a pas son intérêt dedans, il ne va pas réagir. La base militaire française, bien vrai, c'est là pour lutter contre les terroristes et selon ce qu'ils ont dit. Mais un citoyen se lever comme ça pour dire non, le président a dit les Français doivent quitter le pays. Donc c'est faux, on doit aller les enlever. Donc je ne pense pas. Donc certainement ils ont été poussés, ils sont là, ils ont été payés pour un travail. Rien ne prouve, mais il faut interpréter. Il faut interpréter. Et pourquoi c'est après cette déclaration-là que ça a eu lieu? Si le président il est déjà sur le trône là depuis au moins 2 ans. Et c'est après cette déclaration-là qu'il faut l'enlever. Donc certainement la France est derrière. Cette attaque avec d'armes blanches, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Si c'est avec des armes réelles, je peux dire que là, c'est la France. Mais avec des armes blanches, je ne pense pas. Selon mon analyse, je ne pense pas que la France puisse diriger une attaque avec d'armes blanches. Non. Donc, avec des armes blanches, c'est les filles du pays. Ce sont les Tchadiens. Les Tchadiens qui sont fatigués du régime Déby. Les Tchadiens qui sont fatigués de leurs paysans. Pour ne pas dire les Tchadiens opposants. Les Tchadiens qui sont opposés au régime qui est là. Donc ce sont eux qui ont trouvé cette force. Et c'est une manière aussi à ces Tchadiens-là de montrer que les autres, ils sont prêts pour accompagner la France. Ils sont en train de le faire. C'est que là, ils sont là maintenant. Même si la France qui est cachée en les observant, même si la France dit, bon, je vous remets maintenant des armes, des équipements qu'il faut pour renverser le régime, je vous jure que ceux-là, ils sont prêts maintenant. Celui qui est en train de vous effrayer avec de jouer, et chaque fois il vous effraie avec de jouer, s'il trouve une arme, il va essayer. Allez, d'autres sources, mesdames et messieurs, blâme l'ancien maître colonial du Tchad, la France. Selon certains, ce sont les critiques du président Emmanuel Macron à l'égard des dirigeants africains qui ont décidé de mettre fin aux pactes de défense avec la France qui ont été un élément déclencheur, un argument justifié pour analyser les dessous de cette tentative de putsch. Nous avons au téléphone Draman Boukor, analyste géopolitique. Bonsoir, monsieur Draman. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes en direct sur Guéri TV Monde. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Allez, dites-nous, vous avez suivi un peu l'actualité au Tchad avec cette tentative de coup d'État déjouée. Ma question, oui, même si vous pouvez ne pas peut-être directement répondre, qui est caché derrière la tentative de putsch enregistrée au Tchad dans la nuit du 8 janvier 2025? Écoutez, pour l'instant, en tant qu'analyste, il serait un peu difficile de pouvoir tirer des conclusions hâtives pour identifier officiellement les auteurs. Tout ce qui se trame autour de l'identification de l'identité réelle des auteurs de cette tentative déjouée par l'armée tchadienne, ne serait-ce que des spéculations. Or, en analyse politique, nous ne pouvons pas spéculer sur les suppositions. Oui, je dirais que nous ne pouvons pas spéculer sur les affirmations gratuites. Ouais, c'est ça. Alors, puisque d'un côté, il y a un clan qui indexe le groupe Boko Haram, qui serait l'instigateur donc de la tentative de coup d'État. De l'autre côté, nous avons en griffe et cette rupture, ce divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice qui n'aurait pas digéré la réaction donc des autorités de N'Djamena. Alors tout de suite, moi je pense quand même quelque part il est trop tôt pour pouvoir donc tirer des conclusions et dire avec certitude qui sont ceux qui sont derrière donc cette tentative. Je crois quand même quelque part qu'il faut se rallier. Je me rallie aux propos du procureur de la République de N'Djamena, qui, lors de sa conférence de presse, il y a de cela donc 48 heures, a estimé que les investigations, les enquêtes ont été ouvertes et que dans les jours, les heures à venir, nous serons situés sur non seulement les auteurs, les co-auteurs, les commanditaires, les tireurs de ficelle de près ou de loin qui seraient derrière donc cet acte odieux donc que nous condamnons avec la dernière vigueur et la dernière énergie. Donc pour l'instant, nous ne serons
dit avec exactitude qui sont ceux qui sont les auteurs, les co-auteurs de ce qui est arrivé à N'Djamena. Je crois que quelque part, laissons l'enquête évoluer, laissons les enquêteurs faire leur travail et au moment opportun, nous serons situés et sur la base de la lumière, donc ou des clarifications qui seront faites par le procureur de la République, nous saurons nous positionner et pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. En tout cas, hein, oui, lorsqu'on reste sur la piste d'hypothèse, professeur Dramane Boukou, on pourrait quand même donner raison pour dire quand même que certains qui affirment que les djihadistes de Boko Haram, la visite du chef de la diplomatie chinoise ou la fin de l'accord militaire avec Paris pourrait être une coïncidence. Est-ce que pour vous, c'est une coïncidence ou un fait du hasard? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est un cocktail qui pourrait être un cocktail explosif, qui pourrait conduire notamment à ce qui est arrivé et ce que nous déplorons tous. C'est vrai, Boko Haram n'a toujours pas dit son dernier mot par rapport à ses actions, non seulement au Nigeria, au Tchad, au Cameroun. Et ça, c'est une hypothèse, c'est vrai. Même dans le nord du Nigeria, il y a eu également des attaques sanglantes dans la même période, à peu près. Mais pour moi, ce qui suscite un peu d'interrogation et qui me permet d'avoir du doute et de réserve sur ce qui est arrivé et sur ce qui permet donc d'accuser, de porter un doigt accusateur sur la secte Boko Haram, c'est le fait que l'attaque a eu lieu au palais. Je n'ai pas connaissance dans l'histoire ou dans les faits qu'un groupe djihadiste puisse avoir ce culot, je dis bien ce culot, ou ce courage, ce cœur de lion de pouvoir attaquer un palais de la République. Vous voyez, la cible, ou les cibles privilégiées de Boko Haram se limite aux aspects, se limite aux cibles civiles. Hein, donc voilà. Mais aller jusqu'à attaquer entre 20h et 21h le palais présidentiel, cela me paraît, je suis un peu sceptique par rapport à cette hypothèse-là. Alors l'autre hypothèse, c'est que, vous savez, non seulement avec la création de l'AES, les pays de l'AES ont commencé à faire un clin d'œil à N'Djamena et face à la rupture donc qui a eu lieu avec la France. Vous comprenez? Il y a eu un clin d'œil donc de l'AES. Donc, ce qui fait que quelque part, le fait que N'Djamena puisse peut-être être courtisé ou vice-versa, ou être courtisé par les pays de l'AES, cela pourrait expliquer d'une manière ou d'une autre ce qui est arrivé. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, nous n'avons pas l'identité exacte donc des auteurs de ce qui est arrivé. Donc, il serait très très difficile donc de pouvoir nous prononcer avec certitude. L'autre chose que nous ne devons pas oublier, c'est que il y a des groupes rebelles encore qui sont toujours actifs au Tchad. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des groupes rebelles qui sont toujours actifs, qui n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Mais venir jusqu'à attaquer le palais présidentiel le mercredi 7, je crois que N'Djamena a resté ce type d'acte, donc il y a de cela plus de 15 ou 20 ans, si j'ai bonne mémoire. Bon, le départ des troupes françaises qui n'a pas été digéré, voilà encore autre chose qui pourrait susciter donc des réactions d'une manière ou d'une autre de la part donc de la France d'une manière ou d'une autre. Moi je crois quand même quelque part il y a tout un cocktail qui est là, qui pourrait être analysé et qui pourrait nous permettre donc de pouvoir hypothéquer, de pouvoir donner des hypothèses sur ce qui est arrivé. Donc pour moi je crois que la première hypothèse sur l'attaque djihadiste, pour moi cette piste là est carrément, à mon avis, pourrait être écartée. L'autre piste, c'est qu'il y a ce rapprochement avec l'AES qui ne plaît pas, qui ne pourrait pas plaire donc à la France, et surtout le divorce officiel. Donc comment expliquer le départ précipité donc des soldats français donc du sol tchadien, et dans les heures qui suivent, on assiste donc à une attaque du palais, chose auquel on n'avait pas assisté depuis fort longtemps. Voilà. En tout cas, professeur Dramane, le ministre des Affaires étrangères affirme quand même que la situation est sous contrôle devant les médias. Est-ce qu'on ne va pas toujours dire, d'après vos analyses, que le feu est toujours sous la cendre? Non, vous savez, je crois, quelque part, le porte-parole
parole à maintes reprises, que ce soit sur les comptes officiels de communication donc, du gouvernement ou que ce soit en conférence de presse, à confirmer, à certifier et à rassurer la population que la situation est sous contrôle. C'est vrai, nous ne sommes pas sur place pour pouvoir vérifier les faits, mais je crois quand même quelque part que nous devons nous porter foi. Nous devons porter foi à cette déclaration que la situation est réellement sous contrôle. La preuve est que ça fait pratiquement une semaine, jusque-là, c'est le calme plat qui règne donc, dans le pays et également dans la capitale. Si éventuellement ces faits ou ces affirmations n'étaient pas avérées, cela on pourrait continuer à assister à des agitations ou à des sursauts donc d'une manière ou d'une autre, mais je crois quand même quelque part qu'il faut porter foi aux propos qui ont été adressés donc par le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, comme quoi la situation est sous contrôle. Et je pense que il y a le même bilan provisoire qui a été fait avec les assaillants qui auraient été neutralisés, je crois, sur 25, 19, oui, c'est ça. Voilà, et 6, voilà, sur les 25, 19 ont été neutralisés et 6 ont été grièvement blessés. Et je crois que par rapport à ceux-là, à ces types-là qui sont vivants, on pourrait donc, au fur et à mesure, donc, comprendre ce qui s'est passé, qui sont-ils et qui sont les commanditaires derrière tout ce qui est arrivé. Je crois par rapport également, c'est un message fort qui est adressé non seulement à N'Djamena, mais également aux autres pays de l'AES. Et pas seulement aux autres pays de l'AES, ceux qui ont demandé, ceux qui continuent donc de demander à la France de plier bagage. Je crois que c'est un message fort. C'est un message fort pour ces États-là qui veulent s'autonomiser, qui veulent avoir leur autonomie, qui veulent que l'indépendance réelle proclamée en 1960 dans la plupart des États africains francophones soit une réalité. Parce que, comme je vous dis, nous assistons depuis 1960 à la proclamation des indépendances, pas aux indépendances réelles. C'est maintenant, je crois que les États ont compris que nous étions dans un processus de proclamation des indépendances, mais pas les indépendances elles-mêmes. Nous pouvons nous gérer nous-mêmes et nous pouvons prendre notre destin en main. Je crois que les jeunes dirigeants africains francophones ont compris que les choses, les pions vont bouger lorsque nous allons prendre notre destin en main nous-mêmes. Nous ne sommes plus sous le jeu colonial. Merci à vous, professeur Dramane Bouko. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et merci d'avoir accepté de répondre aux différentes questions de Guéry TV Monde. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je le disais, mesdames et messieurs, les tirs ont eu lieu quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants tchadiens, dont un à la présidence avec le chef de l'État, Mama Idriss Déby. Un élément aussi déclencheur, s'interroge-t-on, en ligne Hamzat Abdoulaye, connu pour ses analyses géopolitiques. Bonsoir Hamzat Abdoulaye. Bonsoir. Qui seraient les instigateurs de cette tentative de coup d'État au Tchad? Je pense que déjà parler de tentative de coup d'État, c'est trop dit parce que je ne connais pas dans l'histoire un régime aussi fort et puissant que le Tchad se fait renverser avec des armes blanches ou des machettes. Donc dire un coup d'État, c'est trop dire. La deuxième chose qui est derrière, je pense que c'est une tentative certainement isolée, cherchant peut-être un coup de communication et un peu de lumière. Et jusque-là, je pense que les autorités en charge de cette affaire n'ont pas livré les dernières vérités vis-à-vis de cette affaire. Je pense toutefois que la présence du ministre des Affaires étrangères pendant cette tentative de déstabilisation légère est une coïncidence, mais une coïncidence qui est tout de même un symbole très fort avec le remous de l'actualité qui est nourri par le retrait des forces militaires françaises du Tchad, une première depuis plusieurs décennies. Visite du chef de la diplomatie chinoise, vous le dites si bien, hein, ça c'est une hypothèse. Fin de l'accord militaire avec Paris. Est-ce que nous pouvons dire que aujourd'hui, avec tout cela, c'est un fait quand même de hasard? Alors, il n'y a pas de hasard, surtout en géopolitique.
je pense que le Tchad est aujourd'hui dans une dynamique du multi-alignement. Le multi-alignement, c'est le principe qui veut que l'on diversifie et multiplie ses partenaires. Et je pense que depuis janvier dernier, janvier 2024, le Tchad a noué plusieurs types de partenariats avec la Russie, avec la Turquie et beaucoup plus avec la Chine. Et ces types de partenariats sont diversifiés, économiques, stratégiques, politiques et militaires aussi, il faut le dire. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. La visite du ministre des Affaires étrangères, c'est dans un contexte bien précis, celui peut-être de redessiner la cartographie géopolitique de la Chine au Tchad. Et c'est tant mieux parce que en matière de relations internationales, ce n'est que les intérêts qui sont importants. La situation est totalement maîtrisée. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée, a déclaré Abderrahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, dans une vidéo publiée dans la soirée sur Facebook. Vous l'aviez suivi aussi. Y a-t-il toujours à craindre au Tchad? Je pense qu'au Tchad, la menace est permanente, surtout en matière de sécurité, parce que il ne faut pas oublier que le président de la République est toujours menacé par des factions rebelles au nord du pays, surtout à la frontière avec la Libye. Et il ne faut pas aussi oublier que le Tchad est impliqué dans la guerre au Soudan, que ce soit de façon indirecte ou non. Le Tchad est tout de même impliqué et cela a été dénoncé à plusieurs reprises par le président, le général Al-Fatah Burhan. Donc, je pense que la menace sécuritaire est quasi permanente au Tchad. Le départ des Français ne veut pas pour autant dire qu'il y aura un regain d'insécurité à N'Djamena. Au contraire, je pense que c'est une opportunité pour le Tchad de choisir d'autres types de partenaires qui peuvent lui apporter un plus dans sa dynamique à pouvoir continuer à asseoir sa sécurité et sa mainmise non seulement dans la capitale mais dans tout le pays. Mais vigilance parce que le Tchad est un pays connu pour être armé, un pays où même les civils sont armés, donc la menace peut venir absolument de partout. Mais précisons que cette fois-ci, c'était peut-être une simple alerte qui est certainement alimentée par des personnes complètement isolées et désorganisées. Menacé par des offensives rebelles, hein. Déby Père, vous rappelez, avait pu compter sur l'appui de l'armée française, qu'on le veuille ou non, pour repousser celle-ci en 2008. Puis en 2019, nous avons, oui, justement, si vous vous rappelez de cette histoire, en mai dernier, se sont achevées à N'Djamena 3 années de transition avec l'élection de Mamad Idriss Déby, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idriss Déby, tué par des rebelles au front en 2021. Peut-on relier cette raison aussi à cette tentative de déstabilisation déjouée, telle que vous le dites? Déjà, il faut préciser une chose importante, c'est que la présence de l'armée française au Tchad est un peu une présence différenciée des autres présences françaises en Afrique, parce que depuis 1960, cette base, les différentes bases militaires au Tchad ont assuré à plusieurs niveaux la sécurité, souvent des régimes et des présidents de la République au Tchad. Et vous l'avez bien illustré, 2008 était l'exemple typique et 2019 également. L'armée française a repoussé plusieurs tentatives, plusieurs colonnes d'invasion rebelles qui étaient en train de faire chemin vers la capitale N'Djamena. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une façon d'être, en employant les termes d'Emmanuel Macron, d'être ingrat envers la France. Je pense que le Tchad voulait passer à une autre étape de sa coopération militaire et surtout de sa sécurité. Donc, je pense que ce départ n'a pas un impact direct avec cette attaque qui, pour moi, reste isolée. Toutefois, il faut attendre les derniers dénouements de la justice par rapport à cette affaire pour savoir clairement
ce qui est en dessous. Est-ce qu'il y a un lien avec ce départ? Je ne le pense pas et j'insiste vraiment là-dessus. Je pense que tout se fait dans les normes. Les Français sont en train de partir et aujourd'hui, je peux dire que le Tchad a remporté cette bataille, surtout cette bataille de la souveraineté et surtout cette possibilité de décider avec qui il faut négocier, surtout quand il s'agit de stratégie militaire et de défense. Merci, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et merci d'être toujours disponible pour Guéri TV Monde pour répondre à nos différentes questions. Merci. Merci beaucoup. Fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs, que toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous et aimez toujours nos programmes. Portez-vous bien.